À mon enfance, à mes 4 ans, à l'innocence. Le premier niveau, c'est le technicien. Il sait opérer, il sait soigner les maladies, mais il ne sait pas expliquer à quel trouble de la diète est liée l'apparition de la maladie. Au-dessus de lui, il y a quelqu'un qui sait à quel trouble de la diète est liée l'apparition de la maladie. Et puis il y a le médecin. Le médecin, il sait tout ça, mais en plus, le médecin est capable de changer la diète, de changer le comportement des gens. Et comment est-ce qu'il va le changer, le médecin? Comme le philosophe. C'est par le discours qu'il le change, c'est par la parole. Or, une parole qui change quelque chose dans la vie des gens, c'est changer quelque chose dans l'organisation de la cité. L'organisation de la famille, mais l'organisation sociale plus largement. Donc le discours qui change la diète est un discours politique. Un jour, il y a un hélicoptère de Médecins du Monde, il vole, il cherchait le bateau. Après, il a vu mon bateau, il lançait le phare. Et ça, il a écrit en Vietnam. Il a dit la France, ici c'est la France. Il a dit tu viens, tu marches un petit peu. Pendant 2 minutes, il a vu le gros bateau, gros Safino. Après, il a pris nous, on mettait dans le bateau. Après, il fait casser l'autre bateau, mon bateau. Au départ, l'idée kouchnérienne, c'est que la Croix-Rouge, à l'origine, était silencieuse, appliquant d'une façon un peu étroite le serment d'Hippocrate, c'est-à-dire, par exemple, pendant la Deuxième Guerre mondiale, apportant des colis dans les camps de concentration, mais ne disant pas ce qui se passait dans les camps de concentration, chose qu'elle savait. Témoignage, normalement, c'est témoigner de quelque chose. Mais très souvent, ce que j'entends, c'est des gens qui disent « je témoigne », ou l'important, c'est de témoigner. Bon, mais, sauf que quand on a dit « je témoigne », on ne sait pas de quoi on a témoigné. Regarde comme on crève de faim ici. Comment tu peux vivre dans ces conditions? Regarde, la plupart des gens, ils ne travaillent pas. Il y a des mômes, ils ont besoin de manger. Je crois que c'était ces années où les problèmes politiques mondiaux étaient simples et celui-ci était plus que simplissime. C'est-à-dire qu'effectivement, on se trouvait devant le bien et le mal. Le bien était noir et le mal était blanc. C'était pas compliqué, c'était blanc et noir, le mal et le bien. Il n'y avait pas de nuance dans les problèmes politiques, quoi. C'était pas compliqué, c'était simple et on savait contre quoi on se battait, contre qui on se battait et avec qui on était associé et qui on aidait. C'est en 86 qu'il y a eu 30 000 prisonniers politiques en Afrique du Sud, donc c'était un moment très très dur. Donc ça consistait tout simplement à être auprès des opprimés de l'apartheid, et des opprimés dans leur chair physique, puisqu'on était médecins, et de ça qu'il y avait de quoi faire. On soignait les blessés, on était dans les camps de réfugiés, des déplacés, etc., pour faire des soins de santé primaire, là où il y avait 0 médecin, 0 personne. Et donc en fait, on a suivi la grande lutte des Noirs sud-africains. La mission a été extrêmement riche dans ce qu'on y a fait au fil des années, parce qu'on y est resté de 85 à 2000, donc 15 ans. Je pense que Médecins du Monde a été un franc collaborateur de la disparition de l'apartheid en Afrique du Sud, et j'en suis fière. Moi, quand j'arrivais là chez les gens de Médecins du Monde, en Afrique de l'Ouest, j'essayais de comprendre un peu ce que c'était pour eux que le témoignage. Et j'avais pas de définition identique de ce que c'était que le témoignage. C'est-à-dire que pour certains, le témoignage avait cette dimension presque qu'on peut entendre dans le discours religieux aussi, où le témoignage, c'est la présence. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y ait 45 organisations, parmi les grandes, qui s'occupent de la pire des guerres actuellement existant sur la planète. Il y a un Tchétchène sur 5, probablement, qui est mort en 10 ans. Ça ne se voit pas ailleurs. Médecins du Monde était la seule présente d'ailleurs. Le fait que MDM soit présent auprès des enfants, auprès des parents traumatisés, avec des psychiatres français tchétchènes, ou des psychologues, ou des assistants, c'était formidable.
On a travaillé sur 2 des plus grands camps de réfugiés et c'est vrai qu'on avait la chance de pouvoir avoir dans l'équipe tchétchène une psychologue remarquable et un psychiatre. Et elle, comme elle était prof à la fac, elle a rassemblé très rapidement autour d'elle un certain nombre de jeunes psychologues et le travail a démarré comme ça. Et Rosa, elle propose de le soigner parce qu'il est blessé et tout ça. Elle dit pourquoi vous êtes si violent, parce qu'il est déjà votre prisonnier, il faut avoir de la pitié envers lui. C'est les enterrements de sa mère. Et parce qu'il a peur, il a peur d'elle, il aime beaucoup profondément sa mère, il a peur de la perdre. C'est pourquoi elle a dessiné, il a fait cette image, les enterrements de sa mère. Et donc mon rôle à moi, c'était effectivement de permettre des moments d'élaboration collective avec ce regard extérieur et le fait de venir passer régulièrement du temps avec eux et de leur apporter du soutien. D'abord, l'action, c'est d'y être, c'est de pouvoir doter les hôpitaux chirurgicaux en Tchétchénie en matériel, pouvoir faire à la fois de la formation. C'est une permanence qui vient d'ailleurs, mais qui en même temps a permis de montrer intérêt, le mot est pas le bon, mais être concerné. Tchétchénie, c'est le conflit, à mon sens, qui demeure le plus violent et à la fois un des conflits les plus ignorés de notre époque. Je pense que c'est une des forces de Médecins du Monde d'avoir su inventer cette permanence. Quand Médecins du Monde est créé en 1980, il y a une sorte d'alliance tacite, implicite, presque inconsciente, je dirais, entre l'humanitaire et Médecins du Monde d'une part, et deuxièmement les médias. Et on a compris très vite, et peut-être Kouchner en premier, que l'humanitaire ne pouvait pas se faire sans les médias, pour des questions d'engagement, des questions de témoignage, de relais de ces témoignages. Je ne crois plus à la loi du tapage extérieur telle que Kouchner l'avait engagée. Et quand il l'avait engagé, il avait raison de le faire. Aujourd'hui, l'accès à l'information, l'information est là, je veux dire. Avant, on était bien souvent les premiers arrivés sur une crise. Aujourd'hui, tout le monde arrive en même temps. Mais ce qui est important, c'est ce que l'on va faire de ces informations. Comment on va la traiter, comment on va la restituer. Hein, et ça, je crois que c'est important. C'est un triangle, en fait, avec 3 pôles. 3 angles, c'est d'une part la presse ou les médias en général, deuxièmement l'humanitaire et troisièmement les politiques. Or, les humanitaires ont besoin du monde politique pour relayer leurs informations, leurs devoirs en quelque sorte, et bien sûr pour faire bouger les choses. Lorsque Milosevic a fait 1 million de réfugiés au Kosovo, il y avait une médecin de MDM, qui a été pris plusieurs fois par la caméra et passé en télé. Elle pleurait. La milice serbe est arrivée, ils ont fait sortir tout le monde, ils les ont montés au premier étage et devant l'enfant, ils ont tué tout le monde un par un avec un pistolet devant le petit garçon. Lui, il a récupéré une balle dans le bras et il restait sa petite sœur qui était vivante puisqu'ils en épargnent toujours souvent un enfant. Ils ont mis le feu à la maison et comme lui, il a fait le bras éclaté avec les fractures ouvertes du bras, il a essayé d'aller chercher sa petite sœur et il n'a pas réussi à la porter. Et donc il a vu tout le monde mort et tout le monde brûlé. Elle a fait plus que mes 90 articles que j'avais en 10 ans écrits sur la question. C'est pour ça que le témoignage est extrêmement important de la part de l'humanitaire. Quand il n'y a pas de témoignage direct possible, c'est terrible pour les populations civiles. Le devoir d'ingérence, c'est la résurgence moderne du mythe d'Antigone. C'est-à-dire la morale est au-dessus de la loi.